Il y a un énorme problème aujourd'hui en France. Il y a une énorme cassure entre les jeunes et la politique, et les jeunes et les médias. Jules César, déjà à l'époque, avec les pièces de monnaie, c'était du personal branding. Qu'est-ce que vous avez eu comme coup de com' qui vous ont permis de sortir du lot? Le premier, c'est qu'on a un débat qui est notre premier débat d'ailleurs qu'on a fait, a explosé pendant le Covid. La veille, pour le lendemain, la personne nous dit écoutez, c'est demain à 7h30 à l'Elysée, vous aurez 20 minutes avec le président. Aujourd'hui, on accueille Sixtine Moulay-Berthaud pour nous parler de la création d'un groupe média, de l'accès à l'information. Je pense que ces sujets-là, ils sont super importants parce qu'on n'a jamais été autant exposé à une telle diversité d'informations en ce qui concerne l'investissement, les finances personnelles, l'économie, etc. On espère vraiment que cet épisode, il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à la chaîne et dites-nous en commentaire ce que vous avez préféré. Moi, je vous retrouve sur l'épisode. Bonne écoute. Salut Sixtine. Salut Alexis. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très content de t'avoir. Moi aussi. Je voudrais qu'au cours de cet échange-là, on parle un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait avant et pendant tes activités au crayon, au surligneur, etc. Et on orientera un petit peu la conversation pour qu'on échange sur ta vision sur la création de contenu, sur l'accès à l'information, gros sujet, les médias de manière générale. Donc si ça te va, on peut commencer par ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a? Je m'appelle Sixtine, j'ai 22 ans, je suis la cofondatrice du groupe Média Le Crayon. Donc au sein du groupe Média, tu as deux médias, donc tu as Le Crayon qui est aujourd'hui le plus gros média de débat digital, on fait des gros débats de société, et tu as les Pépites de France qu'on a racheté en septembre, qui est aujourd'hui le numéro 1 média sur le domaine du tourisme et du patrimoine, avec une application, etc. Enfin, ça marche super bien. Et on a deux agences qu'on a développées depuis 2 ans. Tu as Le Surligneur, qui est notre agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Et tu as Le Pinceau, on aime bien le concept de trousse pour les noms. Et tu as Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique pour les grosses boîtes. Ok, super. Plutôt B2B l'autre. Trop drôle. Les déclinaisons, elles sont illimitées. C'est un peu fait exprès. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Elles sont illimitées. On s'était dit qu'à un moment, peut-être qu'on appellerait la holding la trousse. On verra. Ok, ça marche. La voie que tu empruntes aujourd'hui ne te vient pas du tout de tes études? Pas du tout. Ça vient d'où? Ça vient du lycée. C'est vrai? Alors, ça vient directement des études. En gros, c'est un truc que je dis très peu parce que sinon le storytelling serait beaucoup trop long. À la base, moi, j'ai eu l'idée de monter Le Crayon parce que je voulais rentrer à Sciences Po. Ok. Je me suis dit, il faut avoir un projet annexe pour que je me démarque encore plus des gens. Parce que quand t'es à Lausanne, donc un lycée français étranger, t'es pas admis sur concours, t'es admis sur dossier. Et j'avais beau être première de classe, je me suis dit, il faut quand même avoir un projet qui me différencie. Et en même temps, j'avais déjà Valran, donc mon frère, qui faisait déjà de l'entrepreneuriat dans d'autres domaines, qui était déjà un peu le vilain petit canard de la famille. Et je me suis dit, ok, alors moi aussi, il faudrait que je lance un projet, mais quoi? Et là, moi, j'adore la politique depuis toujours. Je me suis dit, ok, c'est vrai qu'il y a un énorme problème aujourd'hui en France, c'est que les jeunes sont complètement éloignés. Enfin, il y a une énorme cassure entre les jeunes et la politique, et les jeunes et les médias. Parce que les politiques ne savent plus bien s'adresser aux jeunes avec les bons sujets mis en avant. Les médias mettent toujours en avant constamment les mêmes choses, et donc les jeunes n'ont plus confiance en les médias et en les journalistes. Donc je me suis dit, il faut lancer un média qui parle aux jeunes et qui traite de politique. Puis Valran s'est dit, ok, on va jumeler 2 idées. Moi, je veux lancer un média de débat. Donc on a lancé un média de débat qui parle de politique, pour tous les bords politiques, pour les jeunes. C'est comme ça que l'idée est venue en fait à la base. Super intéressant. Donc en fait, effectivement, donc toi, c'est vraiment la fibre un petit peu politique et information politique que tu as amené justement dans cette association-là avec ton frère. Exactement. Et cette passion politique, elle vient d'où? J'aime bien aller au fond des choses. Hein. Je vraiment de famille. Moi, je suis la dernière. J'ai 2 grands frères qui sont vraiment des grandes gueules. J'ai toujours beaucoup débattu en famille en comprenant rien. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais regardé les élections de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. J'avais 7 ans. J'adorais déjà ça alors que je comprenais rien. Enfin, j'ai toujours voulu... Quand j'étais petite, je voulais être présidente de la République. Non. Si. Et je pense retrouver des preuves, c'est un point commun qu'on partage. C'était mon vœu quand j'avais... 5, 6, 7 ans, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire. C'est pas cosmonaute, non, c'est président de la République. Cosmonaute, je l'ai eu aussi. Ah ouais? Astronaute, peut-être. Cosmonaute. Astronaute? C'est cosmonaute? Pareil. Ouais. Moi, c'est astronaute ou président de la République. Incroyable. Mais en fait, aujourd'hui, je suis très bien dans les médias parce que t'es proche de la politique sans être dedans, donc c'est très bien. Mais je voulais faire ça, et donc tu sais, je me faisais lire délégué de classe. Je commençais déjà les élections à vraiment un niveau le plus bas possible. Et j'adorais ça. J'adorais ça. Incroyable. Et comment ça se passe, du coup, la création d'un média? Parce que c'est quand même pas... Il n'y a pas de manuel. Non, il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux lancer un média sur tellement de plateformes différentes, sur tellement de sujets différents et sur tellement de formes différentes.
Nous, à la base, on avait lancé une application. Valran avait codé une application, alors qu'il ne savait pas coder, qui était vraiment pas mal, qui ressemblait vraiment à quelque chose pour quelqu'un qui n'avait jamais codé. Et on avait réussi à avoir genre 10 000 téléchargements en 6 mois, ce qui nous paraissait énorme à l'époque, mais qui en fait n'est pas grand-chose aujourd'hui. Et on avait des éditorialistes de plein de bords politiques, qui étaient des étudiants dans plein d'écoles différentes, qui écrivaient des articles sur des sujets politiques. Et en fait, au bout d'un moment, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré nos 2 autres associés, Jules et Antonin, c'est parce qu'à la base, ils commençaient à écrire des articles pour Le Crayon. D'accord. Et en fait, juste le projet a vraiment plu aux 2 garçons, et donc ça s'est vraiment développé comme ça. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, ok, on est un peu con, on a une application, mais on écrit des articles sur un truc digital. Et là, on s'est dit, en fait, on n'a pas trop compris le concept, le principe. Et c'est là qu'on s'est lancé sur YouTube en janvier 2020, juste avant le Covid. Et en fait, c'est en se lançant sur YouTube que ça a vraiment démarré Le Crayon, en fait, officiellement. Parce que l'application n'avait rien à voir de base. C'était le même concept, mais sous forme de format écrit, d'article écrit. Et il n'y avait pas de gens qui débattaient directement l'un contre l'autre. D'accord. Donc c'est vraiment l'interactivité que vous avez apportée, justement. C'était un petit peu votre recette, ce qui a permis de vous démarquer. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme coup de com' qui vous ont permis de sortir du lot? Enfin, parce que je suppose, créer un média, c'est une chose qui est déjà pas à la portée de tout le monde, mais ensuite se démarquer, être identifié par les gens, c'est encore une autre étape, je suppose. On a eu différentes étapes de gros coups de grosses, on appelle ça des coups de grosses, qui nous ont été vraiment utiles. Le premier, c'est qu'on a un débat qui est notre premier débat d'ailleurs qu'on a fait sur YouTube, a explosé pendant le Covid, qui était un débat sur le féminisme avec Julien Rochdy, qui est un masculiniste, et My Better Self, qui est une féministe, qui d'ailleurs est l'ex de mon associé Jules, qui est une influenceuse qui est très portée sur le body positif, les femmes, etc. Et en fait, ça a fait 1 million de vues sur YouTube, alors que quand tu regardes la tronche du truc en termes de forme, moi, tu me vois moins d'un côté avec une caméra. En plus, j'avais été malade pendant 3 jours avant, vraiment, j'étais en mode zombie. T'avais mon associé Antonin qui était de l'autre côté avec une autre caméra, tu voyais la lumière dans le champ, enfin, un truc, tu peux pas faire pire. Franchement, on devrait trop d'ailleurs se les regarder avec mes associés pour rigoler aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça pour mon premier coup de grosse, et après, t'en as eu 1 ou 2 autres, à chaque fois des moments stratégiques, mais à chaque fois, c'était des coups qui nous faisaient gagner des paliers, en fait. Hello, j'interromps cet épisode pour vous présenter l'entreprise qui est derrière la production de ce podcast. Je m'appelle Alexis Perrino et je suis le CEO de Jared, une startup qui développe un assistant d'aide à la gestion des finances personnelles. Gérer ses finances, c'est quelque chose d'universel. Pourtant, on est tous différents face à ce sujet-là, notamment parce qu'on n'a pas la même éducation financière ou pas les mêmes compétences. Et c'est pour ça qu'on a créé Jared. C'est un outil qui va interagir avec vous, apprendre à vous connaître et vous aider à identifier vos objectifs, vos besoins, vos faiblesses. On offre aux professionnels un nouveau moyen de vous partager leur contenu pour vous aider à progresser. Et cerise sur le gâteau, vous aurez même la possibilité de prendre contact avec eux si vous souhaitez être accompagné. Donc si le sujet vous intéresse, le lien est dans la description et moi je retourne à l'épisode. C'était une stratégie ou c'était pour vous c'était des épisodes parmi tant d'autres et vous vous attendiez pas à ce qu'ils explosent, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose, vous saviez que ça avait tout le potentiel qu'il fallait pour que ça explose et que ça vous fasse passer au next step? Un mélange des deux. Au début, c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire on se pensait que le débat plairait. On pensait pas à ce point-là. Et après, plus tard, maintenant, c'est des vraies stratégies quand on fait des coups de grosses. À l'époque, pas du tout. C'est des purs hasards de vidéos qui pétaient. Et parfois, tu avais des vidéos où on pensait qu'elles allaient péter, et pas du tout. D'autres inversement. Enfin, au début, on a mis du temps à comprendre comment marchait YouTube. Parce que tu vois, YouTube et LinkedIn sont les réseaux sociaux où tu grossis le plus lentement. Donc, il faut vraiment bien s'accrocher. Mais du coup, au début, on a tout testé, quoi. Sur YouTube, on a tout testé pour comprendre, en fait, à la fin, ce qui marchait. Mais c'est des émissions à se retrouver à monter des vidéos jusqu'à 4h du matin qui font même pas 300 vues. Enfin, ça allait vraiment là, au point où on est allé pour tester tout ce qui marchait pas, quoi. Et parce qu'à l'époque, vous étiez encore tout seul. Enfin, il n'y avait pas encore toute l'équipe que vous avez aujourd'hui. Non, pas du tout. Combien de personnes aujourd'hui? Attends, il y a 28. C'est incroyable. Enfin, c'est une croissance de dingue. C'est beaucoup. Et t'as le recul nécessaire aujourd'hui pour savoir ce que seraient les ingrédients à mettre en œuvre justement pour que quelque chose explose? Si vous aviez à refaire là ce que vous faites? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et surtout, c'est très différent parce qu'aujourd'hui, on a les coûts, enfin les astuces marketing de passer par nos propres personal branding à nous en tant que fondateurs. Par notre agence de RP, on peut faire un coup dans la presse aussi. Enfin, tu vois, quand on a reçu Macron, c'était une vraie stratégie de... Nous, on a chacun publié un post un peu différent avec une photo différente. Puis en même temps, moi, j'avais mes équipes en RP
qui bombardait la presse. Donc pendant 48 heures, on a eu un nombre de retombées mais énorme par rapport au fait qu'on avait reçu Macron. Puis après, tu as l'interview qui sortait après. Puis après, tu fais un rappel la semaine d'après. Enfin, aujourd'hui, tout est bien organisé parce que faire du bruit, c'est notre spécialité. Mais à l'époque, on n'aurait jamais réussi à gérer aussi bien un truc parce qu'on n'avait pas l'habitude. Maintenant, on sait comment faire, on sait ce qui marche, on sait ce qu'il ne faut pas faire et on appuie sur tous les canaux possibles pour que ça fasse du bruit, quoi. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui vont nous regarder, qui ignorent que là, le point culminant de tout ça, c'était qu'il y a une semaine, c'est ça, vous avez interviewé le président de la République. Ouais. Il y a 2 semaines. Ça aussi, comment ça se prépare ? Comment vous en êtes arrivé là ? Honnêtement, c'était l'un des gros objectifs que je m'étais fixé de recevoir le président de la République dans mon média. Et en vrai, quand tu le reçois, tu t'y crois pas trop, tu bugs un peu, parce que c'est juste un truc, tu t'y attends pas en fait. Tu t'y attends pas. Comment ça s'est fait ? En fait, l'Élysée nous avait écrit pour suivre Macron en Allemagne, comme beaucoup de médias, sauf qu'ils n'avaient pas beaucoup de médias digitaux. Okay. Nous, on leur a dit, OK, mais si on vient, on veut 5 minutes, au moins 5 minutes avec le président, seul à seul. Sinon, on n'est pas un média d'actu, on n'a pas d'intérêt à... Bien sûr, ouais. On n'a pas d'intérêt à venir, ça sert à rien. Et ils nous ont dit ok, ça marche et tout, donc on y va. De peu, on rate l'interview avec Macron parce que urgence, je sais pas quoi, classique, tu vois. On s'y attendait aussi, tu vois, on se doutait que ça allait y avoir sûrement une couille. Et il y a une personne qui bossait avec Macron qui adore le crayon, qui regarde souvent le crayon et qui nous a dit écoutez, je vais essayer de faire absolument que l'interview ait lieu en fin de semaine à l'Élysée, je vous tiens au courant. Vraiment, c'était un travail main dans la main avec l'Élysée pour que l'interview se fasse. Et puis en fin de semaine, la veille, pour le lendemain, la personne nous dit écoutez, c'est demain à 16h30 à l'Élysée, vous aurez 20 minutes avec le président. Incroyable. C'était lunaire. Mais tant que le président est pas là, t'y crois pas. T'as beau être à l'Élysée et tout, tant que le président est pas là, t'y crois pas, tu vois. J'imagine. Et puis ensuite, pression pour justement préparer ce type d'interview. Ouais, mon associé Antonin était assez stressé. Ouais. C'est normal. Normal, je pense bien que sûr. Tu peux pas faire plus difficile comme interview là. Comment est-ce qu'il faudrait faire, ta vision là-dessus, pour bien s'informer ? C'est quoi, selon toi, une bonne pratique ou des bonnes pratiques justement pour bien s'informer ? Pour moi, il faut regarder ou lire, ça dépend ce que les gens aiment faire, des médias qui sont politisés, mais qui sont, ou pas politisés, il y en a très peu pas politisés, mais voilà, mais qui sont profondément différents. C'est-à-dire que, mettons, si tu regardes Blast, regarde aussi Thinkerview et Valeurs Actuelles. J'allais citer Thinkerview. Non, mais Thinkerview, c'est bien sûr, j'adore Thinkerview, mais tu vois, en fait, le problème, c'est que les gens qui regardent Blast ne veulent pas regarder, par exemple, Valeurs Actuelles parce qu'ils sont en mode c'est l'extrême droite, donc je vais pas regarder ça parce qu'on ne doit pas écouter l'extrême droite. L'extrême droite ne doit pas vouloir écouter Blast parce que comme c'est très à gauche, ils vont être en mode bah non, c'est très à gauche, ils racontent que de la merde, donc on va pas les écouter. Et en fait, les gens se ferment les esprits. Et moi, j'ai remarqué, j'ai déjà rencontré des gens très à droite comme très à gauche qui, comme par hasard, c'était des gens qui avaient des idées très extrêmes, mais qui étaient les gens les plus ouverts d'esprit parce qu'eux-mêmes te disent qu'ils consomment du contenu ou qui n'est pas du tout d'accord avec ce qu'eux pensent, parce qu'ils font exprès pour bien déjà toujours s'informer et être sûr de pouvoir mieux contrer les idées des autres, intéressant, et surtout pour continuer à regarder ce qui se passe à côté, parce que sinon tu t'enfermes dans ton propre truc, et à la fin tu sais même plus comment combattre les gens si t'as pas les bonnes armes, parce que tu sais pas ce que les gens te balancent en face, quoi. Et il y en a très peu qui ont ce recul, cette maturité de le faire. Je dis pas que c'est évident, parce que d'écouter un avis, t'es pas d'accord. Ça fait mal, en plus, c'est quelque chose. Ça fait mal, ça rend dingue. Moi, j'entends des trucs, je suis en mode, mais comment les gens peuvent être aussi cons, tu vois ? Mais en fait, t'as pas le choix. Et moi, c'est pour ça que je suis ravie tu vois, on est 4 associés, on est chacun pas vraiment d'un même bord politique, mais tant mieux, parce que je sais parfois, je sais pas si t'as vraiment la patience de regarder des idées de droite ou des idées de gauche si t'es dans un bord ou dans un autre. Parce que franchement, c'est pas du plaisir, parfois, tu vois. Effectivement, c'est ça, c'est un effort à faire de savoir aller chercher de l'information autre que celle qu'on veut entendre ou en tout cas qu'on présume être la croyance principale à laquelle on doit se rattacher. Ouais. Du coup, ça me permet sans transition de passer sur le sujet de personal branding parce que en fait, moi je vois clairement du coup le personal branding comme une illustration un petit peu de tout ça, c'est-à-dire que justement plus de personnes vont avoir tendance à essayer de prendre la parole, s'exprimer sur des sujets, partager de l'information, bonne ou mauvaise, on en reviendra. En tout cas, justement, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à prendre la parole. Alors même sans parler de personal branding, les réseaux sociaux, ça a été une super chambre d'écho pour toutes les personnes qui avaient quelque chose à dire. Ça, tu le confirmes ? À ce niveau-là, du coup, comment tu définirais le personal branding ?
dans le panorama, justement, réseau social, médias, communication, volonté de prise de parole, ce serait quoi, toi, ta définition du personal branding, déjà ? C'est ton image personnelle de marque que tu mets en avant pour que les gens puissent entendre parler du business que tu as derrière. En fait, c'est comme si tu étais toi-même ton propre panneau publicitaire, un peu comme les hommes sandwich à l'époque, tu vois, dans la rue. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant été en quête d'authenticité et de communauté. Les gens n'ont jamais autant été... les gens aujourd'hui sont obsédés par les abonnés et par l'authenticité. Ce qui d'ailleurs est assez paradoxal, mais ou peut être lié, qu'importe. Mais, et donc, dans ce truc-là, comme ils sont obsédés par l'authenticité, si ce n'est pas un être humain, s'il n'y a pas d'aspect émotionnel qui met en avant ou qui représente ce que tu fais professionnellement, c'est très difficile pour les gens d'adhérer et de vouloir contribuer, devenir client, prestataire, qu'importe, de ce que tu fais. Parce que ça ne va pas les toucher émotionnellement. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'autre choix pour, en tout cas, faire parler de toi, développer une communauté et que ça soit utile pour ton business que de faire du personal branding. Tu te mets en avant, toi, pour servir ton propre business. Est-ce que la politique, ce ne serait pas le berceau du personal branding, du coup ? Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, pas que la politique. T'en as plein, en fait, depuis toujours. Ouais, effectivement. Par exemple, Jules César, déjà à l'époque, avec les pièces de monnaie, c'était du personal branding. En fait, quand il réfléchit, parce qu'il y avait sa tête sur la pièce. En fait, quand il réfléchit, si tu remontes le truc, en fait, ils en faisaient déjà à l'époque. Sauf qu'ils n'avaient pas compris que c'était ça. Ils n'avaient pas d'agence. Non, mais tu vois, en fait, c'est évident. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Donc c'est intrinsèquement... Ouais, en fait, c'est qu'en fait, c'est juste évident que ça marche comme ça. Ouais. Et c'est tellement puissant que oui, ça prend du temps. C'est long à développer des communautés. Tu as des réseaux sociaux qui vont plus vite que d'autres, mais après, ceux qui vont plus vite sont généralement moins qualitatifs. Mais au bout d'un moment, quand tu as atteint un certain step, ça devient tellement utile. À la fois, tu deviens un peu accro, parce que forcément, tu aimes ça, tu apprends des choses, donc à plein de niveaux, tu deviens accro. Mais ça devient tellement utile pour ton business, c'est que c'est... Moi, je ne comprends pas encore les gens qui ne le font pas aujourd'hui, tu vois. Et donc, toi, tu as une punchline qui est « prends la parole ». C'est ça. Donc, tu invites en fait les gens à prendre la parole. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour tout le monde, qui ne sont pas forcément entrepreneurs, leaders d'opinion, personnes politiques, etc., de prendre la parole ? Déjà, tu le deviens. Tous ces gens-là, à la base, étaient des gens comme nous, sauf qu'ils se sont juste démarqués, ils ont pris la parole sur des sujets. Donc ça, en fait, n'importe qui peut le devenir. Oui, n'importe qui ne sera pas forcément pertinent, n'importe qui ne sera pas voué à être vraiment bon, n'importe qui ne sera pas voué à avoir des abonnés. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui n'osent pas le faire réalisent qu'ils ont beaucoup plus à perdre de ne pas le faire que l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te lances, tu n'as rien à perdre. Vraiment, tu n'as rien à perdre quand tu commences à publier sur les réseaux sociaux. Par contre, tu as tellement à gagner. Tu as tellement à gagner que du coup, si tu n'oses pas... En plus, tu n'as pas seulement à gagner pour ton business. À la fois, tu peux apporter beaucoup aux autres, et ça, c'est quand même très satisfaisant, de savoir que tu es utile pour toi-même, pour ta propre motivation, ta propre confiance en soi. Et en plus, tu n'as pas le choix de constamment devenir une éponge à contenu, parce que pour constamment avoir des choses intéressantes à publier, il faut constamment que toi-même t'apprennes des choses. Ouais. Donc en fait, à tous les niveaux, c'est une très bonne idée de le faire. Oui, l'objectif, c'est qu'à la fin, ça soit utile en termes de business, mais je ne connais pas une personne aujourd'hui qui le fait depuis suffisamment longtemps à qui ça n'a pas été utile. Donc après, tu as des gens qui sont impatients. Moi, je l'étais aussi au début, parce qu'en plus, Insta, j'avais pris très vite. LinkedIn, ça prend beaucoup plus de temps. Et encore, moi, j'ai crois vite sur LinkedIn, mais ça a pris encore plus de temps. Des moments, tu en as ras-le-bol. Tu as l'impression que ça sert à rien. Tu as l'impression que c'est inutile, que tu passes du temps à le faire pour rien. Après, quand tu as des paliers de plus en plus, tu te dis, OK, putain, moi, ça m'a changé ma vie, les réseaux sociaux. Mais vraiment. Question qui, du coup, qui dérange, je sais pas, mais est-ce que tu crois pas que ça risque de pousser des gens à prendre la parole sur des sujets qu'ils maîtrisent pas, et donc, en fait, d'être des vecteurs de mauvais contenu ? Oui, bien sûr. Mais ces gens-là, ils vont se faire griller au bout d'un moment. Parce qu'en fait, il y aura plus de fond. En fait, un profil qui se développe bien sur les réseaux, c'est un profil qui soit titille de l'émotion chez le spectateur, soit lui apporte de la valeur ajoutée. Quand tu fakes trop, au bout d'un moment, ça se ressent que t'es pas naturel. J'ai tellement de noms en tête que je vais pas citer. Mais que tu vois bien que c'est tout sauf naturel, les posts, et en plus, t'apprends rien. T'apprends profondément rien du post. Et donc, en fait, la personne ne croira jamais vraiment. Je sais pas, après, tu sais l'adage au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Je me dis toujours qu'il y a des personnes qui seront là peut-être pour souscrire à ce contenu-là. Et donc, alors, des formations professionnelles, je fais de nouveau le parallèle avec des sujets financiers, par exemple. Combien on a finalement de
alors c'est pas du personal branding, c'est de l'influence, mais combien on a de personnes qui prennent la parole sur des sujets financiers qu'ils maîtrisent pas? Alors, est-ce que c'est sciemment ou non qu'ils ne les maîtrisent pas? Reste à voir. Par contre, est-ce qu'ils induisent en erreur derrière des personnes? Potentiellement. Est-ce que ça, c'est pas finalement la face sombre du personal branding? Ou est-ce que c'est pas corrélé? Si, mais ça, c'est inévitable. De toutes les façons, et ça a toujours existé. Les gens à l'époque qui prenaient la parole sur les places publiques au Moyen-Âge pour balancer des fausses rumeurs, la propagande pendant les guerres mondiales, ça a toujours existé, les fausses informations. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les gens de le faire, donc autant pousser les gens à le faire quand ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Et j'en reviens encore à ça. Au bout d'un moment, quand tu racontes de la merde, tu te fais cramer. Et en fait, après, c'est aussi une question de quelle cible tu vises. Parce qu'il y a des gens... typiquement, moi, j'ai quelques personnes en tête. Je sais très bien qu'ils racontent beaucoup de conneries dans leur post. Des faux chiffres, tu ressens que c'est pas naturel, etc. Mais ces gens-là, du coup, des profils comme moi, des profils d'entrepreneurs qui sont déjà un minimum avancés, tu l'as cramé direct avec le type. Ouais. Du coup, ils touchent une cible de jeunes entrepreneurs, certes, c'est pas forcément bien, mais ces jeunes entrepreneurs, au bout d'un moment, quand ils vont avancer, ils vont eux-mêmes vite se rendre compte du truc. C'est difficile de se faire berner toute ta vie par quelqu'un, ou alors, putain, c'est le plus gros gourou que t'as jamais vu de ta life, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu te fais toujours cramer quand tu racontes de la merde, parce que tu ne peux pas tenir en termes de durée si tu racontes des choses qui sont fausses ou si tu n'apportes pas de valeur ajoutée. Parce qu'en fait, il y a tellement de choix sur les réseaux sociaux qu'au bout d'un moment, les gens ils vont pas continuer à lire ce que tu fais s'il y a d'autres trucs intéressants à côté, quoi. Donc finalement, une des clés simples, parce que j'essaie de me mettre dans la peau d'une personne qui consomme le personal branding plutôt qu'une personne qui la produit. Donc en fait, une des clés pour essayer d'éviter finalement ce type de contenu, c'est peut-être de regarder justement depuis quand poste la personne, est-ce qu'elle est régulière, est-ce que son contenu est... de la valeur ajoutée. C'est ça. Et consistant, de manière consistante en fait. Est-ce que quand tu as lu le post, tu as appris quelque chose ou ça t'a fait susciter une réflexion ou une émotion? En fait, la clé, c'est de développer son esprit critique. Ouais. Et finalement, on reboucle un peu avec le média, parce que finalement, sur les consommations de débats, etc., c'est ça que cherchent à aiguiser les débats, finalement. Bien sûr. Bien sûr. C'est super intéressant, parce que, en fait, je retombe sur la finance, mais c'est inévitable. En fait, la grosse difficulté, c'est de nouveau l'asymétrie d'information qu'il va y avoir entre les personnes qui vont consommer un contenu, surtout les personnes qui vont en avoir besoin. En fait, personnes qui vont avoir un déficit d'éducation financière, personnes qui vont clairement avoir besoin d'informations, et celles qui vont être en capacité de leur fournir. Et de toute façon, et là je te rejoins complètement, tu vois qu'à un moment, les masques tombent. Il y a énormément de gourous, financiers, investissements, crypto, bourse, etc., qui à un moment finissent par tomber. Et ceux qui restent, de toute façon, sont ceux qui, oui, tu as raison, qui en fait fournissent de la valeur depuis des années. On connaît tous les deux, Owen par exemple, c'est quelqu'un qui est trop fort, reconnu dans le domaine parce que c'est quelqu'un qui est régulier depuis tellement d'années. Non, c'est très intéressant. Donc tu penses que le personal branding, ou en tout cas le contenu produit par du personal branding, peut être une bonne source d'information pour beaucoup de gens? Oui, bien sûr. Après, il faut avoir un minimum d'esprit critique pour prendre ce que tu veux prendre dans les infos qu'on te donne, mais oui. Et donc, selon toi, se mettre au personal branding, donc c'est-à-dire commencer à fournir du contenu, c'est quelque chose qui ne concerne pas que les entrepreneurs, évidemment, ou les personnes politiques ou quoi que ce soit, mais ça peut concerner n'importe qui? Bien sûr, mais sur les réseaux sociaux, c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu as beaucoup de leaders d'opinion sur plein de thématiques différentes qui ne sont pas d'entrepreneurs. Tu en as qui sont des salariés, tu en as qui sont des influenceurs au sens vraiment littéral du terme, tu en as qui sont des politiques, tu en as qui sont des étudiants. Tu n'as pas besoin d'être entrepreneur pour ça. Tant que tu as quelque chose d'intéressant à raconter sur une même ligne directrice ou une même thématique, et que tu apportes du contenu différenciant qui a de la valeur ajoutée ou qui suscite une émotion, j'en reviens à ça, qu'importe la forme, qu'importe le réseau social, je pense tu peux devenir un leader d'opinion. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui pensent, parce que tu parles par exemple d'étudiants ou de salariés, de personnes qui vont dire « oui, mais je ne suis pas légitime sur le sujet » ou « je suis trop jeune et j'ai pas assez d'expérience sur le sujet ». Que en fait, ta propre légitimité, c'est toi-même qui la crée. Moi, au début, si tu crois que j'avais de la légitimité quand j'avais 20 ans à me lancer sur les réseaux sociaux, putain, pas du tout. Et même parfois, encore aujourd'hui, je sais que j'en ai sur mathématiques, mais parfois, ça m'arrive de me dire, putain, mais en fait, j'ai quand même 22 ans, j'ai 28 salariés, qu'est-ce que je fous, tu vois?
Donc tout le monde, tu te poseras toujours la question des moments où tu as des petites crises de confiance en toi, de stress, mais tout le monde. C'est juste que plus tu vas poster du contenu sur les réseaux sociaux, plus au bout d'un moment, tu n'auras pas le choix d'être vraiment bon pour prouver aux gens que tu racontes pas de la merde, donc tu n'as pas le choix de constamment apprendre des choses et de développer un esprit critique et du contenu intéressant. Donc en fait, tu deviens vraiment légitime, même si tu avais un doute sur le fait que tu l'étais à la base. En plus, alors je sais pas si ça colle avec la notion de micro-influenceur, mais le fait que ces personnes-là prennent la parole, diffusent du contenu. En fait, j'aime bien le parallèle que tu as fait tout à l'heure avec l'éponge. Si tu veux pouvoir ressortir quelque chose, tu as intérêt à absorber quand même pas mal de choses. Ça peut aussi permettre justement de diffuser de l'information à des personnes qui étaient peut-être un peu hors circuit ou des personnes qui ne consomment pas tant que ça d'informations. Donc ça peut être aussi des excellents relais d'informations. Bien sûr. Complètement. Ah mais complètement. Sixtine, il y a des personnes qui t'inspirent? C'est marrant, putain, c'est ouf. Je me posais la question en venant sur le vélo en plus, c'est marrant. Il y a 2 personnes qui m'inspirent beaucoup. La première, ça a été ma mère pendant très longtemps. Toujours le cas aujourd'hui, mais moins qu'avant, mais très longtemps. On l'embrasse. On l'embrasse, effectivement. Ma mère qui a une très très belle carrière professionnelle dans le salariat. Franchement, elle peut difficilement faire mieux aujourd'hui. Je m'étais même toujours dit quand j'étais petite, si j'arrive ne serait-ce qu'à faire la moitié de sa réussite, j'aurais déjà très très bien réussi dans la vie. Qui se bat vraiment, qui bosse comme une malade, qui est complètement hyperactive aussi, hein, tu vas me dire que cette famille. Qui en plus, tu vois, a la Légion d'honneur, a élevé 3 enfants en bossant comme une folle. Enfin, vraiment, ma mère, t'as pas mieux comme exemple. Donc ça a été un vrai exemple qui m'a aidé beaucoup dans le mental, en fait. Dans le mental, dans le fait de persévérer, toujours aller au bout des choses. Moi, je suis pas le genre d'enfant qui se plaignait quand il n'y avait pas sa mère à 20h le soir. En fait, déjà, j'étais ravie parce que tu peux faire des conneries sans que tes parents soient là. Et aujourd'hui, mais thanks God, c'est le meilleur exemple que j'aurais eu sur Terre. Tu vois, les mères qui se disent, en fait, il faut être mère au foyer pour s'occuper de tes enfants et qui réussissent. Mais c'est la plus grosse erreur parce que du coup, tu leur montres l'exemple que toi-même, tu bosses pas. Mais en fait, ton enfant, il a l'exemple d'une mère qui bosse pas. Et en plus, après, quand les enfants partent, la mère devient dépressive parce qu'elle a pas de job. Bon, à tous les niveaux, pour moi, faut pas le faire. Après, chacun a ses trucs, mais moi, je pense que c'est une bêtise. En tout cas, si tu le fais vraiment pour toi. Ça, c'est un truc, bon bref, c'est un autre sujet. Non, mais c'est un vrai sujet parce que moi, je le remarque, hein, depuis que j'ai des enfants, tu as tout le problème, tu as un dilemme qui est... De toute façon, tu dois apprendre à vivre avec le dilemme-là. C'est, en gros, quand tu es en train de bosser, tu te dis, putain, en fait, t'es pas un bon parent parce qu'en fait, tu devrais être en train de t'occuper de tes enfants. Quand tu t'occupes de tes enfants, tu as la tête un moment qui revient au boulot. Forcément. Et tu te dis, c'est vrai, mais en fait, je veux leur assurer un avenir. Donc, il faudrait que je bosse 2 fois plus. Et comment tu fais pour concilier ça? Tu vois, t'as pas un temps illimité. Non, c'est trop chaud. Organisation. Et toujours, c'est un bon exemple. Faut pas non plus ne jamais être là. Mais c'est un tellement bon exemple que tu leur donnes à tes enfants. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et l'autre personne, donc quelqu'un un peu plus concret, c'est une femme qui s'appelle Émilie Daversin, qui a fondé une boîte qui s'appelle VO2 Group avec son mari. Ok. Une sorte de boîte qui font, je crois, genre 60-70 millions de chiffre d'affaires. Costaud. Ils sont, je crois, 600 collaborateurs dans le monde entier. Enfin, un projet monstrueux. Et c'est une entrepreneure qui est pas autant exposée et pas autant reconnue qu'elle devrait l'être. Elle adore pas ça. Enfin, elle adore pas se mettre en avant. C'est une femme que j'ai rencontrée depuis 1 an. Elle a investi au Crayon avec son mari en tant que BA de notre dernière levée de fonds pour le rachat des pépites. Et j'ai tout de suite eu un gros coup de cœur pour elle parce que c'est à la fois une énorme bosseuse, mère de famille, etc., qui fait un projet qui a monté une boîte avec son mari qui lui-même est entrepreneur, qui moi j'ai toujours été un goal d'avoir en fait aussi un couple goal dans l'entrepreneuriat, tu vois, d'avoir un mari qui est entrepreneur et avec qui on peut se comprendre, s'entraider et d'être le couple trop stylé. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Et en plus, elle est méga brillante, méga pertinente. Elle soutient à fond les femmes qui entreprennent, qui s'exposent publiquement. Enfin, voilà, c'est une femme que je respecte et que j'admire beaucoup. Elle fait partie des très très peu de femmes que j'admire, ou hommes compris, hein, d'ailleurs. J'admire très peu de gens en fait. Et voilà. Trop cool. Une meuf qui part en monologue tout à l'heure. C'est pour ça à fond. C'est pour ça que t'es là. Donc bon. Et qu'est-ce que tu aurais juste... Dernière question, comme conseil à donner à des personnes justement qui ne savent pas comment trouver leur voie. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont un peu perdus. C'est une excellente question. À quel âge ils ont? Qu'importe l'âge. J'allais te dire, pas de la même manière, des âges. Des jeunes, et une fois que tu aurais répondu, je t'aurais dit et pour des moins jeunes. Donc, pour les plus jeunes, c'est
de vraiment pousser le fait de se cultiver un max. Parce que plus tu vas te cultiver, plus tu vas regarder des trucs différents, plus tu vas savoir ce que tu vas aimer. Et moi, c'est une erreur que je n'avais pas assez poussée. Encore, je l'avais pas mal poussée, mais pas assez quand j'étais au lycée. Je me rappelle, ma mère me le disait, elle me disait, mais cultive-toi, regarde plein de trucs, lis des choses, etc. Je le faisais pas assez, j'étais une grosse flemmarde au lycée, donc je le faisais pas. Mais en fait, plus tu regardes des choses vite, plus tu vas réussir à savoir ce que t'aimes, et donc plus tu vas trouver un écosystème de travail, et même un métier ou une thématique spécifique qui va te plaire. Le problème, c'est que la majorité des gens se laissent bercer par la vie de tiens, je suis au lycée, je vais faire des études, je vais faire des trucs, et en fait, ils se retrouvent à 25 ans, même pas savoir ce qu'ils veulent faire. Ou alors à faire des reconversions à 28 ans parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'en fait, ils n'ont pas pris ce temps-là plus jeune. Donc ça, c'est un truc, et c'est un truc voilà, que je conseillerais pour les plus jeunes, vraiment de regarder un maximum de vidéos, d'écouter des podcasts. T'as plein de trucs, franchement, t'as YouTube, t'as plein de trucs à regarder et qui peuvent vraiment aider. Ou de lire des livres, qu'importe, ça dépend ce que les gens aiment. Et pour les plus vieux... Attends, redis, c'était quoi la question ? Ceux qui cherchent leur voie. Ceux qui cherchent leur voie. Quand t'es plus vieux, putain, c'est... c'est à la fois de te poser la question, un mélange de pose-toi la question de quelle compétence t'es vraiment bon et tu peux vraiment devenir le numéro 1 dans cette compétence-là. On en a tous une en fait au fond, on est un peu meilleur de manière innée que les autres. Et à la fois, dans quel secteur te plaît à titre personnel, que tu adores parler avec tes proches ou autres, et dont tu te dis je suis capable de passer littéralement 60 heures par semaine dessus, parce que j'aime vraiment ça et je sais que du coup je vais pouvoir travailler à fond dessus, même des jours où j'ai pas envie, même des jours où je suis malade, même des jours où j'ai pas envie de bosser. En fait, c'est quelle est la mission qui te porte. Que tu sois salarié, entrepreneur ou freelance, il faut que tu aies une mission. Il faut que tu aies un truc où tu te dis ok, je me lève parce que j'ai un drive, j'ai un truc qui me motive, qui est plus fort que tout. C'est ça qui fera que tu ne lâcheras jamais et qui en plus fera que tu deviendras profondément meilleur que les autres parce que tu auras envie d'apprendre, tu auras envie d'échouer pour mieux apprendre derrière, tu auras envie en fait, tu auras faim. Et ça, c'est quand tu as un drive qui est plus fort que le reste. Et souvent, les gens n'ont pas de drive. C'était le mot de la fin. Voilà. Sixtine, je te remercie. Merci à toi.